Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube. Donc n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire pour ne pas manquer les prochains épisodes. Je tiens aussi à remercier tous ceux qui font déjà partie de la famille DMG TV. Donc ça va être long à citer tous les noms. Mais je donne la force et merci pour la force que vous donnez aussi en partageant, en likant, en commentant. C'est important. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Donc n'oubliez jamais de laisser un like. Installez-vous, on va commencer avec la première histoire. Mon histoire, déjà, c'était pour sensibiliser la jeunesse, pardon. Pour faire comprendre aux jeunes, surtout aux élèves, de prier. Actuellement, chez nous ici, nous sommes en période d'examen bientôt, les bacs. Je ne sais pas chez vous et je pense que c'est déjà fini. C'était pour témoigner concernant mon année de bac. Voilà. Pour vous expliquer un peu, moi, je suis née dans une famille polygame. Et mon père avait 4 femmes et a eu 20 enfants. Moi, je suis la dernière de cette grande famille-là. Et vous savez, généralement, dans les foyers polygames, vu que ma mère était la 4e femme et moi, je suis le seul enfant que mon père a eu avec ma mère. Donc, vous savez, quand vous commencez à grandir, vu que tu es le dernier enfant, le père, il a déjà eu un certain âge. Ça fait que, voilà, tu deviens, comme on le dit, en de griffe, l'enfant préféré. Et le fait d'être dernier de famille, franchement, souvent on dit que les derniers de famille sont les plus gâtés, sont les plus privilégiés. Mais moi, avec le père, ça allait. Mais avec les autres, ça créait une certaine rivalité au point où les femmes même de mon père m'appelaient la 5e femme de mon papa. Voilà, même les petits-enfants, ça créait une certaine jalousie entre les petits. Même les petits-enfants me faisaient la guerre, les enfants me faisaient la guerre, les femmes aussi me faisaient la guerre. Il faut souligner que moi, ma mère, en ce moment, elle bougeait beaucoup. Donc, l'ignorance, je ne sais pas, le père voulait tellement me protéger de cette famille que, étant enfant, vu qu'il avait déjà un certain âge, le père allait avec moi partout. Quand il sortait, il évitait de me laisser à la maison, de passer la journée avec mes frères. Il ne voulait pas. Je ne comprenais pas. Les jours où je n'allais pas à l'école, il sortait avec moi. On passait toute la journée ensemble et le soir on rentrait ensemble. Les jours où j'allais à l'école, il faisait tout pour être là à midi, à ma descente des cours, le soir à ma descente aussi des cours. Il était toujours là. Bref, je vais vous expliquer ça pour que vous compreniez un peu. Et parmi les enfants de mon père, les filles généralement, c'est les garçons, ils sont au nombre de 5 qui sont vraiment allés un peu plus loin dans les études. Et voilà, qui ont réussi à se positionner. Et les filles, elles sont allées, mais je crois que nous sommes maintenant 2 ou 3 à aller jusqu'au BEPC. Les autres ne sont pas allés vraiment très loin. Et moi, je suis la seule qui suis vraiment allée jusqu'en classe de terminale. Donc, vous voyez un peu. Donc, l'histoire commence dans mon année de terminale. Je vous assure, je n'étais pas... Mon année scolaire, je ne dirais pas que j'étais la meilleure élève. Je suis le genre d'élève, j'ai toujours été le genre... Je ne suis pas parmi les premiers, mais je ne suis pas parmi les derniers. Je suis, disons, au milieu, je me fais mon petit bout de chemin, voilà, j'avance. L'histoire commence dans mon année de terminale, TMG.
Cette année-là, je ne pourrai jamais l'oublier. L'année scolaire commence normalement, je vais à l'école. Et c'est là que les problèmes commencent. Pendant le premier trimestre, il y a des signes. Je n'arrivais pas à me concentrer. J'étais une élève qui étudiait normalement. Mais mon année de bac, c'était vraiment pénible parce que je n'arrivais plus à me concentrer. Je commençais à faire des rêves bizarres. Des rêves bizarres. Je ne me sentais vraiment pas bien. Au point où, je vous assure que cette année-là, souvent, je ne faisais rien. Ma mère elle était là, elle faisait tout. C'est-à-dire que je dors, je me réveille et je vais à l'école. C'était ça mon quotidien. Je ne devais qu'étudier, me réveiller et aller à l'école. Mais je vous assure, il suffisait que je m'asseye sur ma table d'études. C'est-à-dire que je pouvais ouvrir mes livres, mes cahiers de leçons. Je suis assise. C'est-à-dire que j'ouvre le cahier, je suis assise sur ma table d'études. Le cahier est ouvert devant moi. C'est-à-dire que je fixe le cahier. Je pouvais faire 1 heure ou 2 heures, je vous assure, à fixer le cahier, mais je n'étudiais pas en fait. Souvent, je suis là, dans mon esprit, il y a un côté qui me dit étudie. Il y a un côté qui me dit n'étudie pas. C'est-à-dire que je pouvais rester dans ça, passer au moins des heures. Et quand je revenais à la raison, c'est comme si c'était un déclic en fait. Et puis bon, c'est bon pour aujourd'hui, je vais me coucher. Et ça continuait. J'avais fait la remarque et j'en ai parlé à ma mère. Ma mère me disait que non, c'est la paresse, tu ne veux pas étudier. Je me suis passée dessus. Et à l'époque, j'étais fiancée. Et c'était devenu tellement récurrent que j'ai même expliqué à mon fiancé. Il me disait que c'était pareil, non, arrête, reste concentré, voilà, ça va aller, peut-être que tu es stressé. Mais je vous assure, souvent j'avais des devoirs, souvent il y avait des compositions à faire, des interrogations à faire. Je suis consciente en fait que je dois étudier, mais il suffisait que j'ouvre mon cahier. Je suis assise, je n'arrivais pas. Je vous dis, c'est comme s'il y avait un blocage. Je n'arrivais pas. C'est comme si j'étais dans un autre univers. Le cahier est ouvert devant moi. Je suis restée assise. Je peux être là assise au moins pendant 2 à 3 heures du temps. Et c'est comme si je dormais en fait. Et quand j'ai le déclic, je sursaute. Je dis bon, c'est bon pour aujourd'hui, je vais dormir. C'était comme ça ma routine. C'était devenu tellement récurrent que j'en ai parlé à mon fiancé. Lui m'a dit, ah d'accord, on va voir ce qu'on peut faire. Et le pire, c'est ce qui m'a le plus marqué jusqu'à aujourd'hui, pendant la période de préparation du bac. Chez nous ici, souvent il y a les groupes d'études, on fait des cours de préparation pendant, comment on appelle ça, pendant l'année du bac, quand vous finissez avant les compositions, vous faites des groupes d'études, il y a des cours de préparation. Je vous assure, quand je partais au cours de préparation, les professeurs donnaient, c'est quand je suis en salle, tout ce qu'on peut dire, c'est que je n'entendais rien, c'est-à-dire que je partais parce que c'est comme si on m'avait endormi en fait. Je pouvais aller m'asseoir, les professeurs vont faire les explications, vont donner des cours, quand me demande j'ai compris. C'est en ce moment-là que je me réveille, je me rends compte que je suis assise, mais je ne suis pas là en fait. J'étais complètement ailleurs et je reviens à la maison. Et la scène qui m'a le plus marqué, c'est une fois, je suis allée dans mon groupe d'études. Et je vous assure, comme je disais, l'année-là, je n'avais pratiquement rien à faire à la maison. Ce jour-là, je me rappelle bien, je me suis réveillée. On avait les cours de prépa avec des groupes d'amis. On allait, on revenait. Ce jour-là, je n'ai rien fait, j'ai dormi, je me suis réveillée à 8 heures. Et quand je me suis réveillée à 8 heures, je me suis lavée. Et je suis allée directement à mon groupe d'études. Et quand j'arrive, dès qu'on commence à faire les exercices DMG, j'ai commencé à avoir sommeil. Je vous assure, ça c'était à l'approche des exercices, j'ai commencé à avoir, j'avais tellement sommeil. J'avais tellement, comme si quelqu'un qui a fait au moins 24 heures, et 1 heure ou 2 jours sans dormir. Je n'arrivais plus. Et que je suis assise, je regarde le tableau. C'est comme s'ils ont ramassé du sable pour ramasser dans mes yeux. Et que je ne pouvais plus.
Je me lève, je vais marcher. Quand je reviens m'asseoir, quand je me lève pour aller marcher, le sommeil part. Mais dès que je vais m'asseoir pour étudier DMG, j'ai comme l'impression qu'ils ont ramassé du sable pour mettre dans mes yeux. Je ne pouvais, ce jour-là, j'avais tellement honte. Je vous assure, j'avais tellement honte que j'ai laissé mes effets là-bas. Et j'ai dit au gars que bon, moi je reviens. Et je suis rentrée à la maison. J'ai laissé mes effets. J'avais tellement honte de dire ce qui m'arrivait. Je suis rentrée à la maison direct, j'ai laissé mes affaires dans le groupe d'études. Et quand je suis arrivée à la maison, j'ai dit bon, je vais aller essayer de dormir. Quand je suis arrivée, je vous assure que dès que j'ai quitté le lieu, le sommeil est parti. Ça a été difficile. Ça a été difficile. Et j'ai expliqué à mon fiancé de l'époque, et c'est lui qui est allé voir quelqu'un. La personne lui a dit vraiment, effectivement, vu qu'il y a des esprits qui la fatiguent, il ne veut pas qu'elle ait son bac. Il y a des gens qui sont derrière elle, mais il faut lutter. Et il lui a donné des choses pour moi, et c'est des choses-là que j'ai étudiées. Mais je vous jure que même au dernier moment, le jour même quand les compositions ont commencé, j'ai failli ne pas partir. J'avais carrément dit que je ne composais plus. Parce que franchement, je ne sais pas ce que j'avais à écrire sur ma feuille. Je ne voulais pas. Je ne voulais vraiment plus aller composer. J'ai dit non, cette année, je n'ai pas étudié. Vraiment, ça n'a pas été facile. Je ne vais plus. J'ai carrément refusé. Je ne vais même plus partir composer. Et avec la vieille qui a parlé, avec mon fils qui a parlé, non, il faut partir, Et là, je suis allée. Et par la grâce de Dieu, mon examen a marché. J'ai eu mon bac. J'étais la première fille de la famille à aller jusqu'à avoir le bac parce qu'il y a une des gens qui avait essayé à plusieurs reprises, qui n'avait pas eu le bac. Et Dieu merci, j'ai écouté mes prières. Moi, je suis allée et j'ai eu le bac. Et je vous assure, quand j'ai eu le bac, je ne vous dis pas l'atmosphère à la maison, je ne vous dis pas le regard de mes soeurs qui ont fait plusieurs fois et qui n'ont pas eu. Parce que je devenais la première à avoir le bac dans la famille. Moi qui étais la dernière venue comme ça. Franchement, le conseil que je peux donner, je sais qu'il y a des élèves sûrement qui écoutent les histoires. Il y a sûrement beaucoup de personnes, il y a des parents. Le petit conseil que je voulais donner pour sensibiliser les parents et les élèves. Quand vous êtes en période d'examen, les parents, priez pour vos enfants. Quand vos enfants viennent vous dire qu'il y a des choses qui ne vont pas, essayez de ne pas banaliser, de prendre ça au sérieux, de prier. Moi, dans mon cas, à l'époque, j'avais un fiancé vraiment qui comprenait et qui m'a soutenu. Moi, ma maman m'a carrément dit que non, il n'y a rien, alors que je savais vraiment ce que je vivais. Donc, les parents, vraiment, ne négligez pas vos enfants. Surtout dans cette période-là, priez beaucoup pour vos enfants. Et ceux même aussi qui passent les examens, vraiment, priez, parce que en ce moment-là, il y a tellement d'attaques, en ce moment-là, il y a beaucoup de choses. Donc, c'était ma petite contribution à l'émission. Likez, partagez, comme on le dit, c'est une communauté. Vraiment, merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour la jeunesse. Vraiment, merci. Je vais revenir pour d'autres histoires. Bonne journée. Voilà. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Salut DMG. Bonjour ou bonsoir à toute la communauté de DMG TV. Dans ma première histoire, je parlais de ce que j'ai subi dans un établissement scolaire de la place, à Yaoundé plus précisément. Je viens par la présente raconter une nouvelle histoire, mais avant, je vais demander à tous les abonnés de partager, de liker, de diffuser au maximum. Comme je l'ai dit dans ma première sortie, ce que nous avons comme expérience spirituelle et les autres aussi, en se changeant ces expériences-là, on édifie plus d'un. Quelqu'un peut tomber pour la toute première fois sur une histoire racontée ici et ça lui sauve la vie. Tout comme quelqu'un peut recevoir des conseils
dans ce forum pour édifier une personne près d'elle. Donc, ma deuxième histoire va s'intituler Un combat atypique. Et vous comprendrez à la fin pourquoi je l'intitule de cette façon. En effet, cela se passe dans un établissement du pays, et à Yaoundé plus précisément, un établissement dans lequel j'ai enseigné. Et si vous avez suivi ma première histoire, la même histoire se passe dans cet établissement. Alors, de quoi est-il question? J'ai eu pour habitude de dire à mes élèves, quand je vous tiens entre 7h30 et 9h30, vous avez eu le temps de vous soulager, alors pas de permission. Si je fais cours avec vous entre 9h30 et 11h30, pas de permission non plus. Alors là, le cours commence à 9h30 et doit s'achever à 11h30. Donc du coup, aucun élève n'est autorisé à sortir, excepté des cas d'urgence. Et c'était à moi de déterminer les urgences. Alors, j'entre dans cette classe. Le professeur de philosophie venait de sortir parce que c'était une classe de terminale A. Vous savez, les terminales A au Cameroun, c'est langue, littérature et en fait, la série de la littérature, quoi. Alors, j'entre après le professeur de philosophie. Comme j'ai toujours encouragé mes élèves à prier, à être vigilants par rapport aux choses spirituelles, j'entre ce matin-là. Les élèves venaient de discuter d'un thème avec le professeur de philosophie. Ils venaient de discuter le thème sur la destinée. Alors, il me pose la question si je croyais que la destinée existe. Alors, je les amène dans une démonstration pour leur dire en fait que c'était plus précisément la question du destin, pas de la destinée, le destin. Alors, je leur ai dit que si le destin existe, de mon point de vue, la vie est un jeu, puisque le destin, quand ils en parlaient, c'était comme si, par exemple, tu as été destiné dans la vie à être ci ou ça. Alors, je leur ai posé la question, supposons que quelqu'un est destiné à être bandit. Ça veut dire qu'il n'a rien à faire pour arrêter de voler. Ou alors, si quelqu'un était destiné à être président, il ne devait pas s'inscrire dans un parti politique, il ne devait pas faire sciences politiques, il ne devait rien étudier de la politique, et le jour convenu par le destin, il devait être transporté comme un oiseau et posé à la présidence. Si c'est ça, le destin, je dis, c'est un amusement. J'ai changé, et c'est là où le spirituel commence à se voir. J'ai dit, nous sommes des Africains. Et en tant qu'Africains, on peut décider de ce que vous allez être ou pas demain. Alors, je vais en leur expliquant. Je poursuis dans l'explication. Et là où la bûchette prend pour que le spirituel se produise, c'est que je leur dis, il y a parmi vous là, on a décidé par exemple qu'ils ne passeront jamais le bac. Alors, j'explique en disant, on peut faire des incantations et vous empêcher d'avoir votre baccalauréat puisque vous êtes en terminale et que vous préparez ce bac. Une demoiselle d'un coin de la classe me dit, monsieur, c'est faux. Et moi de lui dire, mademoiselle, je ne vous demande pas, je vous le dis. Et je rentre encore davantage dans l'explication. La demoiselle a pris ça comme un problème personnel. Alors, elle commence non plus à me vous voyez comme ça se fait naturellement entre les élèves et les enseignants. Elle commence à me tutoyer. Au bout d'un certain temps, je leur dis, on arrête le débat. L'établissement ne me paye pas pour vous donner la philosophie. Alors, je fais le cours pour lequel je suis payé. Alors, asseyez-vous, prenez vos places, sortez vos cahiers et votre matériel de classe. On commence le cours. Je me retourne,
Je porte la date au tableau, le titre de la leçon et l'objectif. Quelque temps après, quand je vais commencer le cours, la demoiselle se lève de sa place, vient se mettre devant moi et me dit « Je veux sortir ». Je la regarde droit dans les yeux et je ne dis rien. Elle me dit une deuxième fois « Je veux sortir ». Là encore, je ne dis rien. Elle va pour une troisième fois « Je veux sortir ». Alors, la façon dont elle posait la question était intrigante pour la classe, mais je comprenais ce qui se passait déjà. Alors, je lui dis aussi 3 fois, « Eh bien, vous voulez sortir ?» Elle ne dit rien. « Vous voulez sortir ?» Elle ne dit rien. Pour une troisième fois, « Vous voulez sortir ?» Elle ne dit rien. Je lui dis, « Eh bien, sortez. » Elle est sortie, elle a fait quelque chose comme 3 à 5 minutes. Alors, lorsqu'elle revient, j'avais écrit au tableau et j'étais assis, j'étais en train de remplir le cahier. Comme je ne regardais pas vers la porte, il se trouve que la tête baissée, je sens de loin comme si on soufflait sur moi parce que la porte d'entrée était nette en face de moi. Alors je sens comme si on souffle sur moi. Mais je dis, mais quel est ce vent bizarre? Nous sommes pourtant dans une salle de classe et ce n'est pas la saison de froid. Je lève légèrement la tête et je vois la demoiselle qui est tenue à l'entrée. Elle n'avance pas, elle ne recule pas non plus. Alors, quand je la regarde, elle se met à avancer. Et la façon dont elle avance, je regarde dans son visage et je vois autre chose que le visage de quelqu'un qui est serein. Au lieu d'avancer comme pour aller vers sa place, elle avance droit sur moi, en me regardant tout droit dans les yeux. Alors, lorsqu'elle est arrivée à pratiquement 1,50 m de moi, tout de suite, je me suis dressé sur mes 2 pieds. Je me suis mis debout et je l'ai regardé dans les yeux. Du coup, à l'intérieur de moi, j'ai activé un verset de la parole de Dieu. J'ai commencé à l'utiliser et tout de suite, j'ai fait une visualisation du feu. La demoiselle est arrivée devant moi. Elle s'est tenue pique. Elle m'a regardé dans les yeux pendant quelques secondes et elle s'est écroulée. Quand elle s'est écroulée, ses camarades étaient complètement surpris. J'ai demandé aux camarades de la prendre et de la remettre sur son banc. On l'a remise sur son banc. Elle s'est couchée sur le banc. Elle n'a pas levé la tête. Depuis ce moment-là jusqu'à la fin du cours, je ne l'ai pas non plus interrompu, ni ne lui ai parlé. Quand ce cours est fini, DMG, cette demoiselle n'est plus jamais venue à mon cours. Depuis ce moment jusqu'à la fin de l'année, je ne l'ai pas vue, je ne l'ai plus vue à mon cours. Alors, ceci pour dire et exhorter les gens à être vigilants, à prier, à encourager ceux qui sont proches d'eux, à prier pour ceux qui savent comment activer la puissance des versets qui sont chrétiens. Ils peuvent le travailler avec les autres pour pouvoir les sécuriser. C'est grave dans les établissements. Il y a des camarades qui font des choses aux autres et ces camarades n'ont pas les moyens de défense. Donc, c'est un moment ici pour encourager même des parents qui ont des enfants. Préparez vos enfants à la maison avant de les envoyer dans ces lieux publics-là, l'école et même parfois l'église. Bref, dans les milieux, il faut rencontrer des gens. On n'y va pas comme ça. Donc, DMG, c'est ça ma deuxième histoire. Likez, commentez et à la revoyure. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la troisième histoire.
Bonjour DMG, bonjour à toute la team DMG, likons, partageons, commentons parce que nous sommes tous impliqués à le faire. Moi, c'est la Bibi du Gabon. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle histoire. C'est l'histoire d'une vieille dame. C'est l'histoire que j'ai vécue en 2001. Cette vieille dame était la voisine de mon père au quartier. Ce quartier, c'était un ancien village de la capitale qui est devenu aujourd'hui, qui s'est développé. Un jour, mon mari, en 2001, il avait un scieur qui lui sciait les planches, les chevrons et les lattes. M'avait dit d'aller rencontrer la vieille dame en question parce qu'elle avait des arbres derrière sa maison. Et un jour, je me suis rendu auprès de la vieille dame. Je lui ai soumis mon problème et elle m'a fait comprendre qu'elle ne vendait pas ces bois-là. Et après, elle m'a dit, ma fille, si je le fais aujourd'hui, si je te vends ces bois-là aujourd'hui, c'est à cause de toi. Parce que depuis que tu es chez ton père là, tu me gardes bien, tu prépares, tu m'envoies de la nourriture, tu t'occupes vraiment de moi. Et je vais le faire à cause de toi. Mais sans ça, c'est un bois que je ne vends pas. J'ai dit ok. On a conclu sur le prix de ces 3 arbres. Et je lui ai dit le lendemain, je viendrai te donner l'argent. Au retour de mon mari, je vais lui faire part la nouvelle. Et le lendemain matin, je suis venue voir la vieille dame. Je lui ai remis l'argent. Et elle m'a dit, avant de commencer à couper les bois, je vais faire un sacrifice. Elle a acheté le vin rouge, les bonbons. Elle a versé autour des arbres, elle a parlé. Et après, j'ai appelé le scieur. J'ai dit au scieur, tu peux commencer. Le scieur a commencé. La grande famille, vraiment, il y a le mystère. L'Afrique est bourrée de mystères. Quand le scieur a commencé il a choisi le plus gros. Il a commencé à battre l'arbre. Je vous jure, DMG, c'est le sang qui s'est mis à couler sur l'arbre. Et tout d'un coup, le roulement de la machine s'est cassé en deux. Vraiment en deux, la famille. Il a arrêté l'abattage. Bon, on n'a pas trouvé ça d'étrange. Ce que j'ai trouvé d'étrange, c'est le sang qui coulait sur l'arbre. Et lui, il m'a dit, c'est pas la première fois qu'il voit ce genre de choses. C'est un travail qu'il fait depuis des années, depuis plus de 20 ans. Il a travaillé partout chez les forestiers en brousse. Il a rencontré pire que ça. On n'a pas pris ça au sérieux. Je fais part de ce qui s'est passé à mon mari. Il m'a dit, il n'y a pas de souci. Demain, on va arranger la machine et il va continuer le travail. Le lendemain, on a arrangé la machine. Le scieur est revenu pour continuer son travail qu'il a commencé. Et tout d'un coup, quand il commence le travail, je vous jure, mes frères, africains, et cette fois-ci, c'est le vilebrequin qui prend un coup. Quand le vilebrequin prend un coup, le travail arrête. Le travail est arrêté. On ne continue plus le travail. Je fais part toujours de la nouvelle à mon mari, mais lui, il ne croit pas à ces choses-là. C'est un homme qui ne croit jamais à ces choses-là. Il a dit, c'est rien, ça peut arriver, c'est une panne, machin, patati patata. On a recommencé à arranger la machine.
Le lendemain, il est revenu scier le même bois. La famille, je vous jure, les Africains sont forts. La machine, vraiment, cette fois-ci, c'est la bougie qui saute de la machine. Ce qu'on n'a jamais vu, la bougie qui saute de la machine et la bougie disparaît. On n'a jamais retrouvé cette bougie-là. Le travail est arrêté. Et après, le scieur m'a dit, Madame, je ne trouve pas l'histoire là claire. S'il te plaît, va voir la maman. Dis-lui que qu'est-ce qui se passe, il y a quel problème. Il y a quoi? Je suis allée voir la vieille dame. Je lui ai posé des questions. J'ai dit, maman, voici le problème qu'on a. Mais vraiment, mon seigneur, il n'a jamais rencontré ce genre de problème. Il y a quel problème? Elle m'a dit, ma fille, il n'y a qu'à toi que je peux raconter cette histoire. Comme tu es venu me demander, je veux aussi te raconter, je veux aussi te dire la vérité. Elle m'a dit, tu vois l'arbre là qu'il a choisi d'abattre. C'est un arbre que je faisais beaucoup des incantations. L'arbre là où tu le vois là debout, il a beaucoup de choses en lui. C'est un arbre qu'à l'époque, dans les années 80, mon beau-fils avait tué quelqu'un. Pendant que les agents le cherchaient, c'est là où j'ai bloqué son histoire, son problème. Il n'a jamais été en prison et on ne l'a jamais interrogé de quoi que ce soit. Jusqu'à aujourd'hui, l'histoire est passée comme ça. Et c'est un arbre que je bloquais quand les femmes venaient me voir pour bloquer leur mari, envoûter les hommes et tout ça là. C'est là où je bloquais les hommes, les maris de cette dernière. C'est cette arbre là où je faisais beaucoup de choses. Excuse-moi, je ne t'ai pas dit ça au début parce que je me suis dit que ça remonte. C'est pourquoi je m'avais versé le vin et faire le sacrifice des bonbons donnés aux ancêtres. Parce que je me suis dit que quand vous allez abattre l'arbre sans le faire, vous ne pouvez pas l'abattre. Mais jusqu'à présent, c'était compliqué. Quand elle m'a avoué toutes ces choses-là, parce que cette dame-là est considérée dans ce petit village comme une vraie sorcière. Elle était vraiment abandonnée en elle-même. Les gens racontaient beaucoup de choses sur elle. Bon, vous savez, dans la vie, c'est à chacun de croire. Et elle-même, elle m'a relaté les faits. Et je suis venue dire au seigneur, voilà le problème de cet arbre. Il a dit, moi je vais abattre cet arbre-là. Je m'en fous de tout ce qui se trouve dans cet arbre-là, moi je vais l'abattre. Et le lendemain, il a recommencé. Je vous jure, DMG, le seigneur a abattu cet arbre. L'arbre là a saigné du sang. A saigné du sang. Quand il a fait les madriers de cet arbre DMG, je vous jure, il y avait les pointes dans le cœur de l'arbre. Il y avait plus de 20 pointes dans le cœur de l'arbre. C'est là où j'ai appelé la vieille dame en question. C'est là où elle m'a dit, encore, tu as vu la pointe là, les pointes là. C'est comme ça que je bloquais les gens. Tant que la pointe reste dans l'arbre, tout ce qu'il y a comme problème, c'est fini, on ne peut plus en parler. Elle a dit, c'était mon travail à l'époque. Donc, vous voyez, mes frères et sœurs, l'Afrique est bourrée de mystères et des histoires mystiques. Il y a des choses qu'on ne peut pas croire tant qu'on n'a pas vécu. Et il y a des choses vraiment qu'on vit, mais quand on raconte aux gens, les gens n'acceptent pas.
Et c'est comme ça que le scieur a coupé tous les arbres. Il a abattu tous les arbres. Il a fait les planches, les chevrons. Tout ce qu'il a eu à faire, il a fait. Et après, tout est fini. Les gens étaient étonnés qui vous a amené là-bas chez la vieille sorcière. La femme là, est-ce que les gens arrivent chez elle? J'ai dit, en tout cas, nous, on est arrivés. Et ça s'est passé comme ça. Et je vous jure, DMG, cette dame-là, quand elle est morte, parce que cette dame-là est morte en 2005, quand cette dame-là est morte, vraiment c'était triste. Elle était morte seule dans sa maison, envahie de fourmis. Communément, on appelle ces fourmis-là ici les fourmis magnons. Les fourmis rouges qui piquent beaucoup. Elle était envahie de fourmis sur elle. Elle est morte seule. Ce sont les jeunes du quartier qui l'ont enterrée. Pour soulever même le corps, on ne pouvait même pas. Obligé de tirer avec les plastiques et les pelles pour creuser une fosse et la fosse à l'intérieur. Vous voyez, quand vous faites du mal dans la vie, et ce mal-là vous rattrape, quelle qu'en soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par s'élever. Et le bien triomphe toujours, parce qu'à chaque fois que nous faisons du mal, on ne fait pas ça aux gens, on fait ce mal-là à nous-mêmes. Et nous allons finir toujours par le payer un jour. Likez, partagez, commentez, c'était mon histoire d'aujourd'hui. Merci DMG. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis une Camerounaise âgée de 28 ans. Je vais vous conter mon histoire. Elle ne sera pas très longue. J'ai fait la rencontre d'un jeune homme, un Bassa. On s'est côtoyé par le canal lors d'une fête, autant pour moi, et avec un de mes camarades de classe. Et il me l'a présenté. Bon, j'étais à ma petite soeur ce jour, nous nous sommes bien amusés, dansé, tu sais, moi nous sommes rentrés par la suite. Il a demandé mon numéro, j'ai refusé. Il a demandé mon numéro à mon camarade de classe a refusé. Il m'a cherché pendant près de 1 an. Il cherchait à me voir, il cherchait à me contacter, et tout. Jusqu'à ce qu'un jour, on se retrouve encore à une soirée lors de l'anniversaire. Et c'est où il m'a tellement parlé qu'il m'a cherché, c'est où je lui ai filé mon contact. Après, il a commencé à me faire des avances. Moi, j'ai refusé. J'ai refusé ses avances. Parce qu'il m'a conté son histoire, qu'il a 5 enfants avec 5 mères différentes. Il a 43 ans, il vit chez ses parents. Et il a un petit boulot au port. Donc, en fait, je n'étais pas intéressée par lui. Je n'étais vraiment pas intéressée. Il a insisté, persisté. Je lui ai dit non, moi tu m'intéresses pas. Regarde d'abord le gros écart d'âge entre nous et de surcroît même, tu as déjà des charges un peu de partout, donc c'est pas évident. Voilà donc ce qui se passe par la suite. Il me dit bon, comme tu m'as refusé, je vais te présenter à mon ami blanc. Il s'appelle Cédric Donovan. Je dis, au fait, ça ne passe pas dans ma tête. Je fais 1 mois, je passe là-dessus. C'est lui qui revient encore dessus. Il me dit, non, je vais te mettre en contact avec Donovan. Donovan, c'est un gars bien, et tout. Voilà.
Bon, je dis, bon, pourquoi pas essayer, quoi. C'est comme ça qu'il me donne le Messenger de Donovan. Je contacte le monsieur en question. On échange. Après, il me dit, bon, quels sont tes penchants sexuels? Je lui dis, moi, je fais l'amour normalement et tout. Je lui demande, et toi, tu aimes quoi en termes de sexe? Il me dit, non, j'aime les pénétrations anales, j'aime les partoses, j'aime les folies, quoi. Je dis, ah bon, pour ta gouverne, moi, il y a des choses comme les partoses, les voies anales. Moi, ça n'entre pas dans mes mœurs chrétiennes et éducatives. Il me dit qu'ok, il n'y a pas de souci. Bon, que je l'envoie souvent des photos. Bon, moi, ça m'a pas dérangé parce que je sais que les blancs sont très différents de nous. Je sais même pas si c'était un blanc ou bien quoi que ce soit. J'ai envoyé les photos. Après un jour, il me dit, masturbe-toi, tu montes ton visage, tu m'envoies. J'ai dit, mais attends, je n'ai jamais vu ton visage parce que quand je faisais les appels vidéo, il ne faisait que raccrocher. Mais quand il m'appelait par appel normal, quand tu suivais sa voix, tu sentais que bon, c'est un blanc, son accent. Bon, nous avons échangé et tout. Il m'a dit qu'il viendra au mois de décembre au Cameroun et qu'il a un fantasme qu'il adore. Je lui demande c'est quoi ce fantasme. Il me dit j'aimerais que tu fasses l'amour avec un autre homme. Vous filmez et vous me l'envoyez. J'ai dit pardon. Je fais l'amour avec un homme, au fait je baise avec un homme et je fais une vidéo, je t'envoie. Mais ça c'est quoi ça? Tu me prends pour une chienne ou quoi? Il me dit non, c'est pas ça, c'est que c'est mon fantasme et tout. C'est mon petit descendu. Bon, j'ai dit ça à son ami, le Bassa, que bon, attends, regarde ce que ton ami Cédric me propose de faire. Moi, j'ai jamais connu ces histoires de partout, j'ai jamais connu ces histoires de sodomie, j'ai jamais connu ces histoires de faire des rapports, filmer, on envoie quelqu'un d'autre. Moi, je suis pas, j'aime mon corps, quoi. Mon corps n'est pas une poubelle. Son ami Bassa me dit, mon pote Bassa me dit, non, si tu le fais une fois, ça ne va rien changer. Peut-être il voulait que tu le fasses avec moi. J'ai dit si c'est pour l'autre là, alors oublie. Parce que si j'étais barrée maintes fois, c'est pas ce genre de conneries que je vais accepter. Il me dit non, tu n'as rien à perdre. Il a l'argent en jeu, il va te donner, comme il a décidé qu'il va t'aider pour le projet de la ferme. Il va t'envoyer l'argent et tout. J'ai dit bon, c'est vrai, moi, je suis dans une situation vraiment pas stable, je suis pas stable financièrement, mais quand même il y a des choses que moi je ne pourrais jamais faire pour de l'argent, donc je préfère encore rester dans ma situation précaire que de m'en donner à ce genre de plan diabolique. Ok, j'ai continué, il a dit ok, il n'y a pas de souci, j'ai continué à causer avec Cédric et tout. Un 4 matin, Cédric me dit qu'il vient au Cameroun. Comme ça. Ok. Il arrive au Cameroun. Il me dit, je veux que tu me fasses cette vidéo. Si tu veux qu'on se voie, si tu tiens vraiment à moi, si tu m'aimes comme tu le dis, je veux que tu me fasses cette vidéo. Je lui ai dit, jamais de la vie, je ne ferai jamais cette vidéo. Je suis désolée. C'est la dernière des choses que je ferai. Mon corps n'est pas une poubelle, je te l'ai déjà dit et je continue de te le redire. Je ne sais pas si tu es venu au Cameroun ou pas.
Il a commencé à... Il s'est baladé, aller à Gréby, d'après ce son ami me disait. Son ami me dit, mon pote Bassa, au fait, me dit, mais Alvin, voilà Cédric est là, voilà l'opportunité de vraiment montrer que tu es avec lui. Ça ne te coûte rien de faire cette vidéo et tout. Je lui ai dit, je ne ferai pas. Je suis désolée, je ne ferai pas. Autant mieux mourir dans ma pauvreté. Autant mieux. Je ne le ferai pas. S'il veut me voir, si pour le voir, il doit me conditionner de cette façon. Ah non, mieux ça ne vaut pas la peine qu'on se voie. Il a fait une semaine au Cameroun, d'après ce qu'il m'a dit. Il me dit, je te propose encore une dernière chance. Il me dit, tu sais, là-bas chez nous, aux États-Unis, quand on veut se relaxer, il y a des coins où on part, on marche, les couples, un homme peut coucher avec une autre femme, une femme peut coucher avec un autre homme, même si vous êtes venus ensemble, vous marchez sans caleçon, vous faites ce que vous voulez. J'ai dit, merde, ça c'est quoi ce bordel? Il me dit, non, c'est son fantasme. Il me dit, je vais t'amener aux États-Unis, Alvin. Je vais t'amener aux États-Unis. J'aimerais que tu me fasses une vidéo dans laquelle tu te fais baiser par un autre homme et tu m'envoies cette vidéo. C'est mon fantasme le plus attrayant. Si tu réussis à le faire, je t'amène aux États-Unis. Je fais tes papiers en pensant. Je lui ai dit quelque chose qui est bien, quelque chose qui est bien, qui est vrai, qui est sincère, n'a pas besoin de ce genre, n'a pas besoin d'être conditionné de cette manière. Il m'a dit, ok, moi je vais partir donc. Je comprends que tu ne tiens pas moi. J'ai dit que bon, c'est pas que je tiens pas à toi, mais ce que tu me demandes, c'est pas catholique. C'est pas catholique. Ce n'est pas du tout catholique. Moi, j'appelle ça... Ça, c'est de la secte. Ça, c'est de la secte, c'est de la sorcellerie. J'ai dit, bon, si tu peux partir, tu pars. Si tu peux te trouver une autre femme avec une autre femme qui va obéir à cette condition que tu demandes, autant mieux la chercher et vous partez faire vos conneries. Bon, il est parti. D'après ce qu'il m'a dit, pas derrière, mon pote Bassa me dit, bon, mon ami Cédric, tu n'as pas voulu faire ce qu'il a demandé, pourtant il devait te donner l'argent, ça devait t'aider dans ton commerce et tout. J'ai dit non, avant lui je vis et après lui je vivais. Il n'est pas mon Dieu, c'est pas lui qui détermine mon avenir. Et qu'est-ce qui prouve que cet argent n'est pas un pacte que je vais signer et tout. Donc, il me dit, bon, comme tu as refusé dans Cédric, moi encore je me repropose pour qu'on soit je veux qu'on soit ensemble. Je lui ai dit jamais. Je ne sais pas si tu paieras le compte des blancs pour te faire passer pour un blanc. Je ne sais pas, mais je ne le ferai pas. Je n'accepterai pas. Je suis désolée. Et je lui ai dit qu'il ne vienne plus jamais chez moi. Parce que moi, je le considère comme un grand frère. Comme un grand frère, parce que moi, j'ai pas eu de grand frère. J'ai pas eu de grande sœur. Je suis l'aîné et je me suis un peu ouvert à lui parce que bon, je voyais quelqu'un qui va me conseiller, qui va me donner des bons conseils.
Mais vu sa réaction par la suite, ça m'a vraiment choquée. Je lui ai dit, s'il remet encore les pieds sur moi, c'est la police qui va venir juger ce problème. Donc, j'ai préféré garder mes distances, je les ai bloqués. Et la morale de l'histoire, c'est quoi? La morale de l'histoire, c'est que c'est vrai, nous sommes jeunes. J'ai compris qu'il faut pas se confier à n'importe qui. Parce que la personne à qui tu te confies, c'est cette personne qui peut utiliser ses confidences pour te faire du mal. Et l'argent n'est pas une fin en soi. L'argent n'est pas une fin en soi. Il ne faut pas se conditionner parce qu'on a promis X ou Y. Non. Moi, j'ai foi, je garde ma foi en Dieu. Et je sais que quand il va frapper la table, et il saura ce qui est bon pour moi. Donc, je ne vais pas laisser un être humain, diriger sa vie, surtout quand il a des mauvais penchants. Donc, je remets tout entre les mains de Dieu. C'est lui qui a le dernier mot. Donc, soyons prudents, soyons vraiment prudents. Et le Dieu est vraiment mauvais. Bonne fin de soirée à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire rapidement. Bon, DMG, oui, bonsoir. Je suis venu une fois de plus pour vous raconter une autre histoire que j'ai vécue. J'étais dans le quartier. Il y a une tante, elle en tout cas, c'est quelqu'un qui aimait palabre même, madame là. Elle aime palabre. Si c'est palabre, elle connaît. Et puis elle a force aussi. Elle fait discours à tout le monde. Elle se bat tout le monde. Elle insulte tout le monde. Tu as raison, tu n'as pas raison, elle t'insulte. En tout cas, faut pas la provoquer quoi. Donc une fois la dame, elle est tombée enceinte. Elle aussi, au début de sa grossesse, on lui a dit que femme enceinte ne doit pas sortir. Femme enceinte ne sort pas. Femme enceinte doit toujours rester à la maison. Ou bien même si tu sors là, il faut attacher foulard. Sa maman lui parlait, elle n'écoute pas. En ce moment, j'avais 12 ans. Sa maman lui parle, elle n'écoute pas. On lui parle ou on lui parle. Faut pas faire, elle n'écoute pas. Donc, 9 mois arrivés, elle a accouché. On savait qu'elle sort, elle s'en va dans les bars, les maquis avec ventre là. Elle rentre pas vite. Donc, 9 mois arrivés, elle a accouché. Quand elle a accouché, l'enfant, il était velu. Un garçon. L'enfant était velu. Tout son vie était rempli de poils. Tu rases, ça arrive rien. Tu rases même pas 2 jours, ça arrive rien. Donc, l'enfant qui pleure, il pleure pas comme les autres enfants. Hein. Il avait le cœur d'un serpent. Il pleure. Psst, psst. Tu as pensé que non, c'est serpent même. Et puis à chaque fois, il fait sortir ses yeux. Bizarre. Il regardait les gens bizarres. L'enfant là, il dort pas. L'enfant est tout le temps réveillé. Il est là. Psst, psst. Jusqu'à l'enfant a eu 3 mois. Mais depuis elle a accouché, le travail de son mari est gâté. Elle aussi, l'enfant a tête session. Manger là même, il refusait de manger là. Et puis elle maigrit seulement, c'est l'enfant qui grossit. Quand ça va pas chez elle, on s'en va à l'hôpital, on dit non qu'elle n'est pas sain. On paie un médicament de sang pour elle. Ou ça commence à aller là. L'enfant là maintenant commence à têter ses seins. Toute la journée il laisse ses seins, il laisse pas. C'est le sang de la femme, il suce comme ça. Donc dans ça, son grand-père, elle a son grand-père au village. Ils ont expliqué l'histoire. Ils ont peut-être que non, c'est un enfant comme ça. Donc le vieux qui est au village, il dit non, il va venir voir l'enfant de sa petite fille. Quand il est venu, il a regardé l'enfant. Il a regardé sa petite fille. Il a dit à sa petite fille de suivre l'enfant. Qu'elle n'a qu'à se débarrasser de l'enfant. Que l'enfant là n'est pas bon. Elle dit non, c'est son enfant. Depuis quand il dit non que l'enfant là, que c'est un génie. Ils ont remplacé son enfant pour mettre un génie à la place. Elle dit non, on ne peut pas faire ça.
à elle, son enfant. On ne peut pas lui faire ça. C'est rentré, c'est sorti, c'est monté, c'est descendu. Le grand-père a parlé. Au moment où le grand-père là maintenant, il voulait bien expliquer l'histoire de l'enfant pour dire non, que l'enfant est vraiment ingénu, voilà ça. Le grand-père là, genre, c'est comme s'il y a quelque chose qui a serré son cou. Il y a quelque chose qui a serré son cou. Le vieux là, il ne pouvait plus parler. Le vieux est resté là. Il ne peut pas parler. Il a commencé à parler maintenant, on dirait les boubous. Elle comprend pas, elle là, grand-père, elle parle. Il parle pas. Grand-père là n'a même pas dormi. Même jour là, il a pris sa route. Il est rentré au village. C'est quand le vieux est rentré au village là que non, il a pu parler. Donc un jour, les dames qui prient, ceux qui prêchent, sont venues lui parler de la parole de Dieu, tout ça. Elle dit oui, elle aussi, elle est chrétienne. On dit mais tu vas pas à l'église. C'est dans ça maintenant, ils ont vu l'enfant. Ils ont expliqué au Spirit que elle n'a qu'à se débarrasser de l'enfant. Donc, ils sont partis chez un marabout. Un féticheur, pardon. Le féticheur, même, il est dans le quartier. C'est un vieux Togolais. Jusqu'à présent, vieux les vieux encore. Un vieux Togolais. Ils sont partis chez le vieux là. Le vieux a dit l'enfant n'est pas l'homme, que c'est un jeune, c'est un gros serpent. Donc, il a donné médicament à la dame. Il dit la dame n'a qu'à prendre parce que nous, on n'était pas loin de la lagune. Il dit la dame n'a qu'à prendre l'enfant là pour envoyer l'enfant là au bord de l'eau. Et puis elle n'a qu'à mettre le médicament là sur lui. Faut pas l'enfant là-bas savoir. Faut pas l'enfant là-bas savoir. Donc elle a mis le médicament là dans son sac. Ils sont partis au bord de l'eau la nuit. Ils sont partis au bord de l'eau. Dès qu'ils sont arrivés au bord de l'eau, quand elle voulait enlever l'enfant là dans le drap là, elle a mis sa main dans le médicament là. Elle a attrapé l'enfant pour mettre l'enfant au bord de l'eau. Maintenant, elles se sont arrêtées au fond. On dit, ça n'a pas trop duré. L'enfant s'est transformé en balai serpent. Et puis il y a un autre serpent encore qui est sorti de l'eau pour venir accueillir l'enfant là au bord de l'eau. Dès que le serpent est sorti là, en même temps l'enfant aussi s'est transformé en balai serpent. Un vieux serpent blanc, balèze. Et puis il est rentré dans l'eau. Donc, quand la femme l'a vu ça, la femme là, elle est tombée malade. Gravement malade. Il était obligé de l'envoyer au CHU. C'est là-bas, elle est morte. Elle n'a pas survécu. Tellement que le choc là, tellement que ça l'a bouleversée même, elle n'a pas survécu, elle est morte. Merci. Commentez, likez, partagez. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Donc, je reviens encore. Voici une autre histoire. Cette fois-ci, j'avais 16 ans. Non, j'avais 15 ans, je prenais 16 ans. Et voilà, j'étais en classe de 3e. Ouais, des vacances, 4e pour aller en 3e. Et on avait déménagé, on était dans un autre quartier maintenant, un quartier UP vraiment. Et à ce moment même, je sortais avec un monsieur. Bon, déjà, je connaissais pas son âge. Et ça m'importait peu. Parce que pour moi, je me disais, les filles sont censées sortir avec des hommes quand même un peu plus âgés, patati patata, voilà. Donc, il était plus grand que moi, je pense de 10 ans ou de 14 ans, je sais plus. Mais en tout cas, il était plus grand que moi. Entre 10 et 14 ans. Et avec la corpulence que j'avais à cet âge-là, on me donnait 23 ans. On me donnait jamais mon âge parce que je faisais plus grande. Et à cause de ma manière de réagir et de faire, on me donnait aussi plus que mon âge. Donc voilà pourquoi moi également, ça ne me dérangeait pas. Donc mon histoire est... c'était 2 jours avant mon anniversaire, donc 2 jours avant mes 16 ans. J'étais avec ma grande sœur, donc dans la première histoire, comme j'ai dit, Sarah. Je l'ai accompagnée, comme elle avait un fiancé, elle avait son enfant. Je l'ai accompagnée chez son fiancé. Et aussi dans la même zone, il y avait une pâtissière. Donc je souhaitais avoir un gâteau d'anniversaire pour mes 16 ans.
comme à tous mes anniversaires, c'est mon père qui payait. Donc cette fois-ci, je voulais avoir le mien payé par mon argent et puis faire la fête, genre que à ma fête il y ait, voilà. Et à ce moment-là, j'étais en train de... Je sais plus trop ce que je faisais, donc je l'ai accompagnée au supermarché. Elle avait acheté du porc. Et après, on est allé chez son fiancé, on a nettoyé, on a fait ce qu'il fallait faire. Et de là, on est allé chez la pâtissière, j'ai payé, j'ai fait tout ce qu'il fallait. On a papoté avec le neveu de son fiancé et ensuite on est rentré à la maison. On rentre à la maison, bon, tout se passe bien. Mais à partir de 18h, comme notre zone, elle était un peu loin, le courant s'est coupé. Et pour avoir le courant, à cette époque-là, c'était un peu compliqué. Voilà. Donc, on avait une habitude. Il y avait aussi un problème d'eau dans la zone. Donc, il y avait les gouttières. Et à chaque fois qu'il y avait la pluie, on avait des fûts juste en bas des tuyaux des gouttières et ça remplissait les fûts. Donc, on se lavait comme ça. Et donc, moi, j'étais une personne jusqu'à mes 16 ans à la maison le matin, même la nuit. Je restais en slip, j'avais pas beaucoup de ça. Donc, je m'en foutais. Les gens s'en foutaient de nous tous. C'est comme ça, on a grandi dans la maison. Mais moi, surtout, j'étais la plus petite des plus grandes et j'étais la plus grande des plus petites. Donc, c'était facile pour moi, enfin, de me sentir comme une petite et tout à la maison. Et ce soir-là, le courant s'est coupé. On s'est dit, bon, comme d'habitude, ça va revenir. Il y a peut-être un problème. Et puis, vu que le compteur était loin, on ne voulait pas aller perdre de temps. Et toute la zone était dans le noir. Donc, et puis, à ce moment-là, je pense qu'on avait des panneaux solaires, mais puisqu'il n'y avait pas beaucoup de soleil, les batteries n'étaient pas chargées. Et le groupe électrogène aussi, je ne sais pas quel problème ça avait eu. Donc, on était là, on était juste là. La maison, elle était à 2 niveaux, une très grande maison, très, très grande. Mais les parents, eux, ils dormaient dans la chambre d'amis parce que le haut n'était pas encore fini. Nous, les enfants, on dormait au salon. Non, à la cuisine, parce que la cuisine, elle était très grande pour nous faciliter de sortir la nuit pour aller uriner et rentrer. Donc, les filles dormaient là. Avec quelques garçons, chacun avait son matelas. Et dans la cuisine, il y avait le débarras. Moi, je me retrouvais dans le débarras. C'est là-bas où je dormais, il y avait mon meuble, il y avait tout. Et les autres grandes, elles étaient on avait une petite maison qu'on avait construite au départ. Donc, il y avait les filles qui dormaient dans les 2 chambres qui étaient là-bas. Donc, il y avait 2 par 2 dans les chambres. Il y avait également 2 chambres externes qui étaient faites pour les ouvriers, mais seulement il y a dans les 2 chambres, dans la première chambre, 2 des ouvriers dormaient là-bas et dans la deuxième chambre, 2 de mes frères ou 3 dormaient dedans. Donc voilà, on a banalisé, on a mangé et puis on est allé dormir. Moi, comme d'habitude, je dormais en slip à cette époque-là. Et je fais un songe pendant que je dors. Je fais un songe. Déjà que je trouvais le sommeil à cette période-là, c'était compliqué. Mais j'ai quand même dormi. Donc, je fais le songe. Pendant que je fais le songe, je revis la scène de la journée. Bon, peut-être des gens pourraient dire, j'étais tellement concentrée sur ce que j'ai fait la journée, j'ai tellement pensé à ça que j'ai rêvé ça à nouveau. Mais non, pas du tout. Et je pensais à rien. J'ai revu le procédé avec des détails qui ne se sont pas passés dans la journée. Et après, dans le même songe, il y a la coupure de courant. Mais avant ça, ma grande sœur vient d'abord me cogner. Elle vient me cogner, ouvre-moi la porte s'il te plaît. Il y a mon copain qui est là. Donc en fait, en journée, on est allé chez son fiancé pour aller préparer. Mais en soirée, il est dans la maison. Comment ça? Je me pose la question dans le songe. Comment ça?
Oh non, j'ai besoin de... non, donne-moi le dindon, je vais préparer. Ah, c'est moi, je vais te donner le dindon. Tu connais pas où le congélateur se trouve. Va, et puis tu vas essayer de... Moi, je trouve seulement la porte. Le reste, c'est pas mon problème. Et bizarrement, j'ai ouvert la porte. Quelque chose change. L'environnement change. Je suis habillée. Et je me retrouve avec la ménagère. Je suis avec la ménagère. Et je dis, ah, elle vient, elle veut préparer pour son copain et puis elle demande un don. Au lieu de demander là, je dirais que si Arnold pouvait même nous autoriser à prendre le saucisson. Donc Arnold, c'était un des employés qu'on prenait comme notre grand frère déjà. Je dis, ah, s'il pouvait même nous autoriser. Après, je dis, mais lui, c'est qui va nous autoriser? C'est chez moi, c'est chez mes parents, donc j'ai le droit et tout. Et même la ménagère disait que lui, c'est qui va t'autoriser? Tu es chez toi, non? Et pendant que je parlais avec la ménagère, le courant s'est coupé. J'ai dit que, ah, le courant se coupe encore. Mais tout à l'heure, là, ça s'est coupé. Donc là aussi, même dans mon rêve, comme ça, je parlais. Même là aussi, dans mon rêve, le courant se coupe. Mais c'est grave, ça. Et après, je parlais toujours avec la ménagère et j'ai écouté tout d'un coup, vous. Le vous que j'ai écouté. Je me suis dit, mais ça, c'est quoi? J'ai vu une bougie sur mon lit, donc dans le débarras où je dormais. J'ai pris la bougie, allumée. J'ai éteint la bougie, je l'ai jetée. J'ai dit à la ménagère que, oh, moi qui aime accuser les gens que si leur maison se brûle, c'est de leur faute, ils ne sont pas vigilants. Regarde ce qui se passe. Donc, c'est comme ça que les maisons des gens se brûlent. Et après, le matin, on voit la maison s'est brûlée. On les accuse de leur invigilance. Mais c'est comme ça que ça se passe. La bougie s'allume encore. Donc là, cette fois-ci, la bougie ne reste pas où elle est. La bougie quitte le sol, elle monte et elle revient jusqu'à mes yeux. J'ai pris peur. J'ai vraiment pris peur. Et là, j'étais seule dans le noir avec la bougie. La ménagère a disparu. Je me réveille en sursaut. Quand je me réveille en sursaut, je sens une présence sur mon lit. Ah, heureuse de mon état. Mais j'ai pris mon courage vu que c'était là où j'étais. Donc, j'ai commencé à toucher. Je touche un habit jean, donc une jupe jean sur la personne. J'ai touché et j'ai vraiment attrapé. Moi, ce qui m'a fait peur, c'est parce que j'ai touché la chose. Mais je ne voyais pas la chose parce que physiquement, la chose n'était pas là. Et j'ai couru, je me suis levée parce qu'au moment où j'ai attrapé la jupe, elle s'est détachée. Donc, elle allait où, je ne sais pas. Je suis allée à la cuisine qui était à côté. J'ai pris le sel. À l'époque, j'étais encore catholique. J'ai pris le sel. On dit quand tu prends le sel, là, tu mets sur le lit et tout. Donc, ça va chasser les mauvais esprits. Tu pourras dormir en paix et tout. J'ai pris le sel, j'ai mis sur le lit. Mais seulement le problème est que... Ah non, j'ai même sauté l'étape. Quand j'ai touché la chose, j'avais déjà mis le sel. En fait, la chose m'attendait sur mon lit. Donc, quand je me suis assise sur le lit, c'est là que je touche la chose. Je sens que, hé Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Moi, je veux dormir paisiblement et puis il y a chose là qui vient sur mon lit. C'est comment? Et j'étais là, je disais, non, je ne vais pas dormir. Non, je ne vais pas dormir. Non, je ne vais pas dormir. Zéro, j'ai dormi. Quand je dors, je suis toujours au même endroit. Maintenant, là, je marche pour aller dans la petite maison où se trouvaient mes grandes sœurs. Et on avait un cousin éloigné qui arrivait, comme il nous aidait souvent à chanter et tout à l'église. Vu que j'étais dans la chorale aussi à cette époque. Je suis toujours dans la chorale, mais à cette époque, j'étais dans la chorale chez les catholiques. Donc on s'en va. Je le trouve en chemin avec une autre de mes grandes sœurs. Je vais la nommer Nani. Ils étaient en train de parler de leurs choses et tout. Donc, je dis que, ah, Joe, mais regarde, j'ai fait un rêve là, il n'y a pas longtemps, il y a quelques minutes là. J'ai même pas envie de dormir encore, je te dis. Parce que le rêve était compliqué. Attends, je vais t'expliquer. Donc, j'explique le songe comme j'ai expliqué le premier là. J'explique ça dans le second. Il me dit, ah, mais ça c'est quoi? Donc, quand on va à la maison, maintenant la petite maison, on trouve
Une autre de mes grandes sœurs, en fait, c'était la nièce à mon papa. Et puis, elle avait sa sœur, sa petite sœur, même père, même mère qui est arrivée. Donc, elles étaient là. Donc, je vais dire Lily et Lola. Donc, Lily, elle, c'était la grande et Lola, c'était la petite. Donc, on est rentré. J'ai encore raconté le songe parce que lui, il me disait non, il faut leur raconter le songe. Il faudrait qu'elle sache ce que tu as rêvé et puis peut-être on peut trouver une solution par rapport à ça. J'ai raconté. Et Lily, elle était maintenant paniquée. Elle a commencé à trembler. Ah, ça c'est quelle histoire? C'est quelle histoire maintenant que tu viens nous raconter un songe comme ça là? Oh Seigneur, elle est encore petite, pourquoi l'esprit de la bougie vient la chercher? Pourquoi? Ah, moi-même j'étais étonnée que, esprit de bougie, c'est quel esprit encore? Il faut m'expliquer. Parce que je ne comprends pas cette histoire là. Oh non, tu peux pas comprendre. Mais elle était paniquée. Hein. Et à cette période là aussi, j'étais genre, je sais pas en fait. Je sais pas si je connaissais, je connaissais déjà les hommes. Oui, c'était un jour après même. Et voilà comment j'étais là et tout, en train d'écouter comment elle paniquait, elle a fait quoi, pourquoi. Moi, j'ai regardé, donc tout le monde est sorti de la chambre. Souvent, dans les maisons, il y a une boîte. La boîte où se trouve la boîte électrique collée au mur. Souvent, c'est en haut comme ça, des portes au niveau du couloir ou bien souvent en bas. Mais pour nous, là, c'était en haut. Tout le monde sortait bien de la chambre. Et moi, à mon tour, quand je sors comme ça, la boîte là, c'était plus la boîte, c'était la bougie qui était plantée dans le mur. Et la bougie là m'a aspiré. Donc, au moment où moi je sors, je me tourne pour prendre le couloir. Au niveau même de me tourner, donc je me tourne, mais la bougie me redresse. Donc, il y a une force qui me redresse et m'attire dans le mur, me fait rentrer dans le mur. Je commence à crier. En fait, le premier nom qui est venu dans ma tête, parce que à cette période-là, je ne savais pas quoi dire. J'ai crié Lily, Lily, Lily. J'ai crié 3 fois, mais la voix ne sortait pas. Et 2 autres fois, quand j'ai crié, la voix est sortie. Mais la dernière fois, c'était vraiment la plus forte. Et lorsque j'ai crié, je me suis réveillée directement. Quand je me réveille, tout est soufflé. C'est même le dernier cri qui me réveille moi-même. Tout est soufflé. Après, il y a une de mes petites soeurs qui se lève. Oh, c'est comment tu criais, on ne sait pas c'est quoi. J'ai dit, ah, tu m'as pas entendu. Non, elle me dit, c'est comment tu es soufflé, il y a quoi? J'ai dit, ah, tu m'as pas entendu crier là. J'étais en train de crier Lily, Lily. Elle me dit, non. J'ai pas entendu crier Lily. J'ai entendu crier, mais c'est pas Lily, j'ai entendu. C'est Chevalier. Ah, Chevalier. Bon, ok, j'ai banalisé. Donc, j'ai dit à ma mère, j'ai raconté tout à ma mère. Ma mère m'a dit, ok, le soir, on va faire prière de combat. On va faire prière de combat, et puis voilà. Le soir, ma mère m'appelle vers 18h comme ça. Oh, moi, elle était allongée sur son lit. Oh, moi, j'ai déjà prié ma part, donc prie aussi ta part. Et, ah, c'est toi la mère, on devait prier ensemble, mais je ne comprends pas pourquoi toi tu me dis que je vais prier ma part parce que tu as prié ta part. On dit ok. 2 jours plus tard, on avait une ménagère qui repassait le linge. Mais cette fois-ci, elle ne pouvait pas venir, donc elle a envoyé sa soeur. Donc c'est sa soeur qui l'a remplacée par moment. Et comme je sais que sa soeur là, c'était une chrétienne, elle était dans les églises de réveil là. Je lui ai expliqué la chose. Elle me dit, avant que tu ne termines, l'esprit de la bougie, c'est l'esprit de mort. Et l'esprit de mort est venu te chercher. Mais le problème, c'est que quand l'esprit de mort est venu te chercher, ton esprit était tellement fort. C'est pour ça que vous avez lutté ensemble. Tu n'étais pas censé lutter avec ça. Donc, vous avez lutté. C'est pourquoi, en fait,
Ça a dû te relâcher. Normalement, ça ne venait pas pour jouer avec toi. La première fois dans le premier songe, c'est venu te prendre, tu as résisté. La deuxième fois encore, tu as résisté. Ça veut dire que ton esprit est vraiment fort. Il faut prier. Accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à la prière parce que c'est vraiment important. Si tu vois ces choses dans les songes, parce que je suis une personne, je vois beaucoup de choses dans les songes. Je vois énormément de choses. Avant de connaître les hommes, je voyais des choses avec mes yeux, mais après, j'ai des choses, enfin, des trucs sont passés, voilà. J'ai arrêté de voir. Mais dans les songes, je vois énormément de choses. Je vois tellement. Et elle m'a dit de beaucoup prier parce que c'est un don que j'ai et il faudrait que à chaque fois que je prie, si je peux me réveiller, à chaque fois que je fais un songe, si c'est pas bon, si je peux me réveiller, que je me réveille, je prie et je brise ça. Donc c'est ça, c'est l'explication là qu'elle m'avait donnée. Donc souvent il y a des choses qu'on voit, on pense que c'est banal. Parce que pour moi, je me suis dit c'était banal. Mais dans mon songe, c'était un songe, mais c'est comme si c'était très réel. Parce que déjà, au moment où je suis dans mon songe, mais je réfléchis comme si j'étais éveillée, mais je sais que je dors. Déjà, et je raconte encore dans l'autre songe, le premier songe. Et physiquement, c'est comme si, en fait, j'ai vraiment vécu. Je sais que je dormais, mais physiquement, c'est comme si j'avais vécu la chose. Vraiment, souvent, faisons attention aux choses qu'on voit dans nos songes. C'est certainement un message qu'on est en train de nous faire passer. Mais parce qu'on n'est pas souvent entouré des personnes qui sont spirituellement élevées ou bien spirituellement averties, on peut passer à côté et puis des choses comme ça, ils peuvent nous atteindre. Donc voilà, c'était mon histoire. J'ai encore beaucoup d'autres histoires, mais je vais m'arrêter là. Merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le programme. Donc, on se prend demain 12h00 pour 10 histoires mystiques encore. Surtout ceux qui n'ont pas encore liké, allez liker la vidéo, laissez un commentaire, même hors du live chat là. Laissez un commentaire là-bas aussi. Merci, c'est important. Voilà.